Merci à vous d'avoir choisi Médien TV pour vous accompagner et plus précisément On se dit tout. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode. Une demi-heure à passer ensemble, deux sujets. Nous allons parler de développement personnel dans un petit moment en évoquant l'ambition. Mais pour l'heure, je vous propose de parler d'une méthode révolutionnaire en matière de communication développée par une femme marocaine. Ça s'appelle la méthode SPR, un accompagnement stratégique de communication. Et celle qui a tout mis en place est avec nous. Elle s'appelle Iman Hanati, elle est consultante RP. Bonjour Iman, un plaisir de vous avoir. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Alors dites-moi Iman, d'abord comment on se réveille un jour et on se dit je veux inventer une méthode de communication. Comment ça se passe? En fait, il y a une quinzaine d'années, on va dire, qui ont permis donc de réfléchir en fait, c'est une quinzaine d'années, une quinzaine d'expériences qui ont permis d'aboutir à cette réflexion-là, à se dire on est engagé dans une spirale en termes de communication, ça va très très vite. En face, nous avons un moteur de recherche qui accumule, qui aspire toutes les données, qui les garde en mémoire. Mais alors, comment peut-on faire pour un homme politique, une femme politique, pour un décideur, justement pour essayer de calmer les choses et de ralentir le système. En fait, ça entre dans le complexe du slow. Vous savez, ce slow mouvement qui est né dans les années 80 avec le slow food, le slow motion. Et il y a également cette dimension-là où on allait beaucoup trop vite dans la communication. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, Iman, à un moment donné, il faut calmer les choses. Il faut en fait déconstruire pour reconstruire et mettre au cœur de la machine la personne concernée. Lorsqu'on parle de relations presse, on va mettre le journaliste au cœur du système et donc faire en sorte d'individualiser et d'uniquement faire du sur-mesure. Ok, alors SPR, ça veut dire quoi exactement? Alors, la méthode SPR, c'est Slow PR, Slow Press Relation, mais elle a évolué parce qu'aujourd'hui, vous savez, on fonctionne avec une sorte de baromètre. C'est avant Covid, après Covid. Et c'est vrai que la réflexion a été poussée à SPR. Aujourd'hui, c'est également Slow Public Relation, Slow Personal Relation. Parce qu'aujourd'hui, le personal branding et le soi est devenu très important et on doit en prendre réellement soin à cause du digital et à cause de tout ce dont on est aujourd'hui pris, c'est-à-dire ce mouvement de Internet, ce mouvement de la communication avec pléthore de canaux de communication. On doit s'adapter. Et la méthode SPR vient complètement s'adapter et elle casse les codes. Ok, alors quand on parle de la dimension slow dans ce monde de communication, est-ce qu'on n'est pas en quelque sorte à contre-courant de ce qui se passe? Ça va tellement vite en matière de com. Totalement. Et vous voulez que je vous dise quel... Oui, voilà. Moi, ça m'intrigue. Alors, vous voulez que je vous dise, en fait, la méthode SPR, ça va vous paraître complètement abstrait. En fait, c'est une méthode anti-vente. Ok. Et voilà, donc c'est une manière de communiquer sans amener en fait la notion business, mais on va vendre autre chose, on va vendre notre crédibilité, on va vendre notre authenticité. En fait, la méthode SPR, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est déconstruire pour reconstruire, mais dans le temps. Absolument. Voilà, malheureusement, c'est un travail qui va prendre entre 3 mois à 12 mois pour pouvoir être mis en place. Donc, on déconstruit pour reconstruire. Mais vous savez, Iman, vous m'avez dit ça va vous sembler abstrait. Pas du tout, hein. C'est très... On va dire, c'est très simple à comprendre dans le sens où aujourd'hui, ce qui est mis en avant, notamment dans les réseaux sociaux, c'est le business, le produit. Et on oublie justement cette dimension qui est tellement importante de la confiance, de la crédibilité. Voilà, même dans les médias, enfin même
Vraiment, ça me parle beaucoup ce que vous dites, vous savez? Très bien. Bah, écoutez, tant mieux. Aujourd'hui, les RP, en fait, on doit vendre du palpable. C'est-à-dire que on doit, moi, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime ouvrir les entreprises, les coulisses, montrer aux gens de l'extérieur, aux prescripteurs, aux leaders d'opinion, la réalité. Ça, on ne peut pas le faire avec un spot publicitaire de 15 secondes. C'est impossible. En revanche, de discuter, de parler, en fait, on va théoriser. Malheureusement, c'est un petit peu très universitaire ce que je vous dis, mais ça marche en fait. Pourquoi? Parce que les gens, dès l'instant, on va leur donner on va leur donner du temps, de l'exclusivité du contenu, on va les respecter et en fait, on va replacer aussi l'humain au cœur de la communication. Et ça, c'est vraiment très très important aujourd'hui parce qu'on s'oublie. J'ai mis en place dans la méthode SPR les 5 R. Donc en fait, c'est ralentir. On va ralentir surtout sur notre réflexion. C'est également renoncer à prendre la parole, à lancer un produit. Ça va être réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être aussi, j'ai dit, donc ralentir, refuser, renoncer, réfléchir et on va repartir après sur une bonne base. Mais pour faire tout cela, ça prend énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'avec cette discipline un peu nouvelle, en fait, on fait appel à des disciplines anciennes. On va être dans la philosophie, dans de la sémiologie, on va faire appel à par exemple, des anthropologues en fonction des thématiques. Et vous allez me dire, oui, mais... communication, non? C'est la vraie communication. Alors, pour certains, oui. Pour d'autres, ils vous disent, oui, mais non, moi, une fois, on m'a dit, non, Iman, je veux pas de ton SPR, je veux du quick PR. Oui, complètement. J'ai dit, écoutez, je suis désolée, mais en fait, je ne sais pas faire. Aller vite, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin d'être entourée de compétences, d'expertise qui vont venir nous dire quoi faire, comment faire. On se base aussi sur des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est pourquoi communiquer, vers qui communiquer, comment communiquer. On se base aussi sur l'histoire. En fait, que sont les RP? Ils sont quoi à la base? Nous sommes des conteurs d'histoires. Nous racontons des histoires et ce depuis des années. Nous essayons de convaincre et en fait, la communication, c'est l'art. L'art de communiquer, l'art de convaincre, l'art de persuader et tout cela fait en sorte que nous sommes comme en fait comment je pourrais dire, nous sommes un peu des artistes que nous le voulions ou pas. En fait, on va être considérés comme des éléments annexes qui vont entrer dans la stratégie de communication du client en apportant quelque chose de nouveau. Et la méthode SPR, moi je la travaille depuis une dizaine d'années et vraiment ça a porté ses fruits. Ça a réellement, Yasmine, porté ses fruits. Alors, quand vous dites justement ralentir, renoncer, refuser, réfléchir pour mieux repartir, certains vous diront, vous savez, mais en parallèle, je ne dois pas disparaître de ce monde de la communication. C'est-à-dire, oui, on fait tout ça, très bien, mais en même temps, je dois constamment être sur les réseaux sociaux, par exemple. Qu'est-ce que vous dites, vous, à ce type de réflexion, Iman? Alors, je réponds oui. En revanche, pour faire et être dans les normes, on doit respecter les codes. Par exemple, très souvent, je suis appelée pour toiletter une communication sur les réseaux sociaux. Toiletter, c'est-à-dire nettoyer. Très souvent, un patron ou un homme politique va se dire « je dois être sur tous les supports ou tous les réseaux sociaux ». Mais non, pas forcément. Pourquoi être sur Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn en même temps? Pas du tout. Très souvent, on n'a besoin que d'être sur une monocommunication. Aujourd'hui, les gens se disent je dois cocher toutes les cases en fait de la fiche technique, mais pas du tout. Au contraire, il faut être stratège, il faut réfléchir, il faut se poser. Donc, je répondrai oui, mais quel canal allez-vous choisir pour quel positionnement? Très souvent, j'ai eu à faire des recommandations où un client, on a supprimé tous les supports de communication, sauf Instagram, parce que ça correspondait typiquement à son ADN. Ok. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de faire l'analogie avec le monde des médias aussi. Lorsque vous parlez du client, même un média est un client potentiel. Et aujourd'hui, même quand on est un média de communication, on a besoin aussi de communiquer sur soi. Et les médias ont envie d'être partout. Est-ce que le média aussi doit savoir bien, on va dire, orienter sa communication RP? Est-ce que le média aussi doit être dans le SPR? Ah, mais totalement.
Totalement. Et le SPR, la méthode SPR, vient s'inscrire, mais alors de manière, on va dire, fulgurante avec une communication d'un média. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un média n'est pas éphémère. Un média n'a pas pour objectif d'arriver, d'être présent 5 ans et de disparaître. Un média s'inscrit dans le temps. Une chaîne de télé va avoir 50 ans, 60 ans. D'ailleurs, la presse, les médias datent de 1800 et je dois même avoir commis une erreur en disant 1800, même probablement le premier journal dans le monde a dû exister bien en amont. Donc évidemment que cette communication dans le temps, avec de la réflexion, avec de l'individualisation, colle parfaitement à la communication d'un média, bien au contraire. Iman Hanati, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes spécialiste en RP, consultante, et vous avez développé cette fameuse méthode de réflexion et d'innovation. C'est une méthode innovante, hein. Plus elle prend son temps, plus elle devient innovante. La méthode SPR, d'accompagnement stratégique en communication. Merci beaucoup Iman, merci infiniment d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée, une très très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Nous on continue justement ensemble avec cette autre interview. On va parler d'ambition. Ça vous parle? C'est tout de suite. Et c'était avec vous, sans plus tarder, Asma Chaoukri. Vous êtes coach de vie. Merci infiniment d'être là. Comment ça va, Asma? Très bien, et vous? Bien, plaisir de vous retrouver. Donc l'ambition, ce moteur qui nous fait avancer, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, est-ce que c'est une épée à double tranchant? C'est la question qu'on va se poser avec vous aujourd'hui. Vous en pensez quoi, justement, Asma? Exactement, c'est une épée à double tranchant si elle n'est pas bien utilisée dans notre vie. Si on ne sait pas vraiment faire la part des choses et être voilà, très vigilant par rapport à cette qualité-là que moi parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire que l'ambition est un défaut. Moi aujourd'hui je dis que c'est une qualité. Qu'aujourd'hui, surtout dans le domaine professionnel, plusieurs entreprises cherchent cette qualité chez leurs employés, mais ça reste toujours vraiment cette épée à double tranchant qu'il faut vraiment utiliser avec précaution. Alors, à quel moment ça dérape, justement? Oui, alors l'ambition, ça dérape quand ça commence d'abord, avant de parler quand est-ce que ça va mal? Voilà. On parle de ce qui est bien dans l'ambition, si tu me permets. D'accord. D'accord. Donc, l'ambition, en fait, c'est un moteur, c'est une motivation qui va nous permettre d'avancer dans la vie, et personnel et professionnel. Donc les gens ambitieux, c'est des gens qui vont toujours vouloir avoir plus dans la vie, améliorer leur situation, que ce soit personnelle, professionnelle, financière, etc. Et ils vont mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver à leurs objectifs. Elle est toujours reliée à un objectif. Donc en fait, il faut avoir un objectif accompagné d'une ambition. C'est bien ça, Asma? Oui, bien sûr. Si j'ai un objectif et j'ai l'ambition, l'ambition, c'est le moteur qui va m'amener à réaliser cet objectif que j'ai en vue. Et bien sûr, aussi, ça va m'amener à mettre un plan d'action et d'agir par rapport à ça. Mais il ne faut pas non plus agir contre les autres. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple de l'entreprise. Je viens à ça. Oui. Oui, je viens à ça. Donc, si on prend par exemple l'exemple de l'entreprise, voilà, j'ai un objectif, j'ai un but et je fais ce qu'il faut faire pour y arriver, bien sûr, dans l'éthique et dans l'art des choses. Donc, si je respecte une certaine éthique, si j'ai des valeurs, et aussi si cette ambition, elle est au fait, elle vise à quelque chose de grand. C'est-à-dire qu'elle ne va pas juste me servir moi comme personne, mes intérêts personnels. Elle va
si c'est par exemple un projet ou quelque chose par rapport à l'entreprise, elle va servir l'entreprise en général. C'est une ambition, si tu veux, collective. Et donc, dans ce sens-là, c'est très bien de l'avoir et c'est très important de l'avoir. Au sein de l'entreprise, souvent, cette ambition, elle est plutôt personnelle parce que un grade supérieur va emmener une situation peut-être plus confortable. Rares sont ceux qui vont réfléchir collectivement. Et la réflexion, l'ambition est plutôt personnelle. Oui, personnel, mais dans un sens où, si par exemple, l'ambition saine et positive, c'est une ambition qui a pour objectif un intérêt général, qui ne me sert pas moi. Uniquement. Et donc, uniquement. Et ça peut être que l'entreprise, ça peut être par rapport à ma famille, ça peut être par rapport à mon groupe. Et c'est ce sentiment-là, c'est cette idée-là d'avoir cette ambition qui sert, qui dépasse le moi et elle va plus vers l'autre, qui va la rendre saine et qui va me mettre les limites pour ne pas piétiner l'autre. Mais est-ce que c'est malsain d'avoir une ambition purement personnelle? C'est-à-dire, vous avez une personne qui a envie, par exemple, son ambition, c'est de réussir professionnellement pour vivre de façon plus confortable, par exemple. Oui. Est-ce que c'est mauvais d'avoir ce sentiment? Pas du tout, tant que parce que la personne, quand elle évolue dans un système. Je n'évolue pas toute seule. Par exemple, si moi je veux évoluer, oui, pour mon propre bien, si ça ne touche personne, c'est sain, c'est bien. Mais si ça va toucher quelqu'un, que ce soit même pas les gens de l'entreprise, parfois même en famille, il va y avoir des parents qui vont être très très ambitieux dans le fait où ils vont vouloir avoir des postes de responsabilité. Et quand ça dépasse les limites, on n'est plus dans l'ambition, mais on est dans l'obsession. Donc la personne, elle est obsédée par le pouvoir, par le poste, pas qu'elle s'oublie d'abord, elle comme personne, et elle oublie son entourage. C'est-à-dire, si c'est un papa ou un maman, il va oublier le conjoint, la famille, les enfants, etc. Et la personne, elle est prête à faire n'importe quoi pour arriver à son but, quitte à ne plus respecter ses valeurs, ne plus être dans l'éthique. Et c'est ça qui est dangereux dans l'ambition. Et du coup, c'est ça, ça devient malsain quand je commence, parce que ça, on le trouve aussi dans les entreprises, on le trouve aussi dans les foyers. Il y a des gens qui ont cette ambition et moi, et après moi, le déluge. Donc, il faut que j'arrive à mes buts, à mes objectifs, mais après, mon entourage, ça m'est égal. Et parfois, il y a des personnes qui vont aller même vers des comportements malsains. Ça peut être de la méchanceté, ça peut être de la jalousie, ça peut être beaucoup de choses pour vraiment piétiner l'autre, juste pour arriver à ce que la personne veuille. Et c'est ça le danger de l'ambition. Alors, comment avoir la lucidité suffisante de se rendre compte de ce degré d'ambition? Ou là, plutôt la face de l'ambition dans laquelle baigne la personne? Donc, d'abord, c'est ce dont on a parlé, c'est cette ambition collective. Cette ambition qui va avoir un résultat, un bon résultat sur moi comme personne et mon entourage. Et donc, c'est toujours, parce que dans chaque évolution, dans chaque action, dans chaque objectif qu'on veut entretenir dans la vie, il y a toujours des enjeux. Il y a toujours des avantages, des inconvénients pour nous, pour les autres. Et c'est ces enjeux-là, et il faut se poser toujours la question, est-ce que ce que je veux faire, il est écologique? Et quand je dis écologique, c'est bon pour mon entourage. Et donc, tant que c'est écologique, on y fonce. Et tant que je vois que ça va causer du mal à mon entourage,
Et aussi, il faut respecter le système de valeurs, parce que les valeurs, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous mène à se réveiller le matin et se dire, moi je veux ceci, moi je veux faire cela. Et quand je cherche, j'ai cette ambition d'arriver à quelque chose ou d'avoir quelque chose qui n'est pas aligné avec mes valeurs, à ce moment-là, je ne suis pas dans l'éthique et la déontologie de l'ambition saine. Mm. Alors, ça se travaille comment tout ça? Est-ce que c'est notre éducation? Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec justement l'éducation qu'on peut donner à nos enfants, parce qu'on a envie que ce soit justement des personnes ambitieuses, mais sainement, qu'elles réussissent dans la vie, mais sainement. Donc, qu'est-ce qu'on fait de mal? Quels sont nos faux pas dans l'éducation à nos enfants qui peut les amener justement à être des personnes comme ça, ambitieusement mauvaises? Oui, voilà, donc la première des choses, c'est la comparaison. Il serait très important pour chaque parent d'arrêter de comparer l'enfant à sa sœur, à son frère, à son cousin, à ses camarades de classe, etc. Parfois, les parents, ils le font inconsciemment. Moi, je reçois des parents pour des coachings parentaux. Ils disent non, 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 moi, je ne compare pas mes enfants. OK, on ne le compare pas comme ça, mais, à l'intérieur de moi, je me dis que telle personne, elle est mieux que mon fils ou ma fille. Et les enfants, ils sentent ça. Ils le sentent même si vous ne le dites pas. Et c'est la comparaison et la compétition. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans notre système éducatif, il est basé sur cette compétition parce que les meilleures écoles, c'est les bonnes notes, c'est les 18, les 19. Ce n'est plus les compétences transversales, ce n'est plus les qualités de la personne, ce n'est plus sa personnalité, mais c'est cette note qu'il a sur son bulletin qui va façonner son identité. Et du coup, il est dans la compétition. Et quand on est dès son enfance dans la compétition d'avoir un 10 sur 10, d'avoir la meilleure note, d'être le premier de la classe, automatiquement, on va faire tout ce qu'on peut. Les enfants, ils peuvent aller tricher, ils peuvent se corréler avec leurs camarades parce qu'ils ont une meilleure note avec eux, ils vont les jalouser, etc. Et ça se développe en âge adulte, en cette ambition de toujours être le meilleur et la classe à l'autre. Parce que l'ambition, quand je suis ambitieuse, ça ne veut pas dire que si moi j'ai de l'ambition d'arriver à cette place-là, ça ne veut pas dire que l'autre, je ne lui donne pas le droit d'y aller aussi. Et donc, c'est ça l'ambition. Absolument. C'est de vouloir, comment on dit, le khair pour tout le monde. Tout le monde, et ça. Pas pour moi. Alors, justement, comment cultiver tout ça au sein de ces enfants? Au sein de ces enfants, c'est arrêter de comparer et arrêter, ne pas leur inculquer cette idée de compétition. Il faut que tu sois le premier, il faut que tu aies un 18 sur 20, que ton camarade X ne doit pas avoir plus que toi, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il serait important d'arrêter de faire dans l'éducation des enfants et leur inculquer des valeurs, les valeurs de coopération, parce que la coopération, c'est ça qui va amener l'enfant quand il apprend à coopérer à la maison, coopérer avec ses camarades de classe, coopérer et la compétition, voilà, la compétition, ils ne vont pas de pair. Donc, si j'apprends à mon fils de coopérer, d'aimer l'autre, un amour inconditionnel, pas forcément parce qu'il a un 18, ou moi je suis mieux que lui, ou lui il est mieux que moi, et voilà, donc c'est ces valeurs-là qu'il faut inculquer à ces enfants-là, et quand je leur inculque ces valeurs, automatiquement il va pas y avoir de l'ambition, de la compétition et de la voilà, et cette ambition malsaine. Au contraire, leur apprendre que vouloir avancer dans la vie, c'est une bonne chose, être meilleur
se comparer à ce que je suis aujourd'hui, être toujours la meilleure version de soi-même, se comparer, moi aujourd'hui, est-ce que je suis mieux que ce que j'étais hier, et les féliciter, les encourager à toujours avancer dans leur travail, les encourager, etc. C'est ça qui va les emmener à être ambitieux, bien sûr, et en même temps respecter l'autre dans leur ambition. Voilà, l'idée, c'est pas d'éteindre complètement les besoins et les émotions, au contraire, c'est qu'elles soient là, et qu'elles soient effectives et efficaces, et qu'elles soient saines pour l'enfant, pour l'adulte et puis pour la société tout entière. Merci infiniment, Asma Chawqi, d'avoir été là. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. C'est un plaisir de vous recevoir. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas, toute l'interview, tout l'épisode dans son intégralité. On a parlé aussi d'une méthode de communication qui s'appelle la méthode SPR. Elle a été développée par une jeune femme marocaine. Elle s'appelle Iman Hanati. Donc l'entretien avec Asma Chawqi et Iman Hanati à retrouver sur mediantv.com. À très vite, au revoir.